Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission consacrée au projet à impact social et environnemental. Et en voilà un qui fête ses 20 ans cette année, c'est Enercop. Et nous sommes avec Béatrice Delpech. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Enercop. Alors, vous avez 20 ans, Enercop a 20 ans, mais tout le monde ne vous connaît pas forcément. Enercop, c'est le pionnier des énergies renouvelables. Vous fournissez à vos clients une énergie verte et vous avez été les premiers à le faire en France. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Exactement, on est le premier fournisseur d'électricité renouvelable en France. Comment on fonctionne ? On a inventé un modèle assez original à l'époque. On s'est créé au moment où l'électricité s'est ouverte sur les marchés de la concurrence, en se disant mais c'est vraiment une bonne idée de mettre un bien commun sur le marché. On n'était pas du tout convaincus que c'était une bonne idée. Et donc, on a inventé un modèle original qui consiste à aller acheter en direct à des producteurs d'énergie renouvelable en France leurs électrons et les garanties d'origine associées. Et donc, de proposer à nos clients, moi, je ne peux pas vous garantir quand vous appuyez sur votre bouton que l'électricité qui éclaire votre four ou votre réfrigérateur est une électricité renouvelable parce que les électrons, ils se mélangent dans le réseau. Mais en revanche, ce que je peux garantir à mes clients, c'est que 100% de leur facture a permis d'acheter une énergie 100% renouvelable produite en France. Alors justement, en 2005, c'était un pari énorme. Est-ce que vous auriez imaginé être encore là, 20 ans plus tard ? Je crois qu'on ne se rendait pas compte à quel point ça allait être difficile. Peut-être on n'y serait pas allé si on s'était rendu compte à quel point ça allait être difficile. Mais on avait la foi et, et l'espoir fou d'y aller. Donc, mais non, aujourd'hui, alors moi, je n'étais pas encore dans le projet il y a 20 ans, mais les fondateurs qui sont toujours là se disent que quand même, c'est pas mal d'être resté si longtemps. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu. Vous êtes 13 coopératives, une nationale, 12 régionales, 345 salariés, 112 000 clients, dont la moitié sont des sociétaires. Et c'est vrai que la concurrence, elle est rude depuis que le marché s'est ouvert. Alors, vous avez de multiples concurrents. On peut citer Alterna, EDF, Équateur, Leclerc, Engie et j'en passe d'autres. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, finalement ? On est le seul indépendant. On est le seul fournisseur à l'échelle nationale indépendant. On n'appartient à aucun groupe industriel. On ne rémunère pas d'actionnaires. L'argent que vous mettez dans vos factures Enercop, il permet de financer de la production d'électricité renouvelable, de la transition énergétique juste. Ça, c'est une vraie première différence. On est une coopérative. Donc, on est l'économie sociale et solidaire. On a une manière d'entreprendre qui a lucrativité limitée. Donc, on n'est encore une fois pas là pour rémunérer des actionnaires, mais plutôt pour avoir un projet qui assoit autour de la table toutes ces parties prenantes et qui fait le projet le plus intéressant pour toutes et pour tous. On est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire qu'on poursuit un but d'intérêt collectif et que, à la différence d'une SCOP, qui est un modèle un peu plus connu peut-être du grand public, là où la SCOP associe ses salariés, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, elle associe toutes ses parties prenantes. Nous, dans notre gouvernance, il y a les clients, les producteurs, les partenaires, les Enercop locales. Et donc, tous ensemble, on construit un projet qui nous ressemble et qui nous convient. Donc, c'est porteur de sens. Et puis, on est très engagé dans la lutte contre la précarité énergétique. On est très engagé pour la sobriété. Des conseils aussi pour consommer moins d'énergie. Alors, justement, quand on est fournisseur d'électricité verte, ça veut dire quoi concrètement pour que tout le monde comprenne bien ? Ça veut dire que l'électricité fournie est issue de sources renouvelables. Il y a quoi ? L'hydraulique, l'éolien, la géothermie, le solaire, la biomasse ? Oui, c'est ça. On achète de l'électricité qui est produite par des parcs de production, alors essentiellement photovoltaïque, éolien et hydroélectrique chez nous à Enercop. Voilà, c'est ça, l'énergie renouvelable. Et chez nous, ce qui est intéressant, c'est que 2/3 des parcs auprès desquels on se fournit ont une gouvernance citoyenne. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils appartiennent à une collectivité locale ou à un collectif citoyen, donc dans une gouvernance démocratique. Alors, il y a eu beaucoup de déconvenus, c'est-à-dire beaucoup d'opérateurs qui distribuaient finalement pas vraiment de l'énergie verte. Comment on peut, on peut s'y retrouver ? Comment on peut prendre conseil pour être sûr que notre énergie, elle est bien verte ? C'est la raison pour laquelle on a contribué à faire émerger un label qui est distribué par l'ADEME, qui s'appelle le label Vervolt, qui a été créé à la fin 2021, qui sert précisément à ça, qui sert à
permettre aux consommateurs de s'y retrouver parce que tout le monde a peint sa façade en vert et a proposé des offres dites vertes. Déjà, nous, on n'aime pas trop l'expression verte, on préfère renouvelable parce qu'en fait, le meilleur électron, ça reste toujours celui qu'on ne produit ou qu'on ne consomme pas. Et donc, nous, on propose de l'électricité renouvelable. Pour vous y retrouver en tant que consommateur, vous pouvez regarder sur le site de l'ADEME qui distribue ce label Vervolt. Et nous, on est le label Vervolt niveau très engagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on achète autant d'électricité renouvelable que ce qu'en consomment nos clients et que au moins une partie très conséquente de cette électricité provient de sites à gouvernance citoyenne. Chez nous, c'est 2/3 des sites auprès desquels on se fonctionne. On est au-dessus du minimum proposé par le label. Alors, il y a eu la crise Covid. Il y a la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques. Il y a certains opérateurs qui ont fermé boutique, il y en a d'autres qui ont augmenté leur prix. Vous, comment vous avez réussi à passer ce cap ? Alors, ça a été très difficile. Qui n'est pas fini d'ailleurs. On est encore dedans. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, il y a eu aussi une période où la moitié des réacteurs nucléaires français étaient à l'arrêt, ce qui a impacté toute la production et tout le système de consommation français. Et ça a été un moment difficile pour tous les fournisseurs d'électricité, nous compris. On a fait plusieurs choses. Malheureusement, on a augmenté nos tarifs. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être suffisant. Donc, on a aussi fermé notre canal de souscription. Donc, pendant 15 mois, on n'a plus pris de nouveaux clients. D'accord. Et puis, on a dû prendre une décision très difficile pour nous. C'est que nous, on est historiquement plutôt anti-nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut un futur qui soit 100% renouvelable. On inscrit toute notre action dans le scénario qui a été dessiné par l'association Négawatt il y a maintenant plus de 20 ans. C'est-à-dire un futur 100% renouvelable, sobre et efficace. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire advenir. Et donc, pendant des années, on était le seul fournisseur d'électricité qui n'allait pas se fournir à l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc, on était le seul à avoir la pastille sans nucléaire. Et puis, il y a eu ce moment où le système est tellement aberrant que le seul endroit où les prix de l'électricité étaient garantis, c'était l'Arenh. Donc, on a conduit, comme on est une coopérative, on a des instances démocratiques, on a conduit une grande concertation auprès de nos sociétaires. Ça a pris 6 mois. Pendant 6 mois, on les a acculturés, on les a permis de monter en compétences pour comprendre les enjeux de cette crise, comprendre comment elle nous impactait et qu'est-ce que ça avait comme conséquence pour nous. Et de se dire qu'il nous semblait que soit on n'allait pas à l'Arenh et on risquait de fermer la porte. Si jamais on ne fermait pas la porte, on ne pourrait rien faire d'autre que acheter de l'électricité à un point A pour le livrer à un point B, ce qui n'est pas très satisfaisant parce que nous, si on est fournisseur d'électricité, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est le moyen d'atteindre cet objectif d'intérêt collectif plus important qui est de contribuer à la transition énergétique juste et à l'avenir d'un mix énergétique renouvelable. Et donc, si on décidait de recourir à l'Arenh, en revanche, ça nous permettrait sans doute de surmonter la crise. Et on le ferait à condition de, d'une part, continuer à acheter autant d'énergie renouvelable que ce que consomment nos clients, et d'autre part, de développer l'activité de production d'électricité renouvelable, ce qu'on ne faisait que petitement jusqu'alors. Les sociétaires ont voté. Ils ont décidé qu'on allait faire ça. Et donc, on a eu recours à l'Arenh jusqu'au 31 décembre, puisque le dispositif s'est arrêté là. Ce qui ne nous a pas empêché de continuer à acheter autant d'énergie renouvelable que ce qu'on vendait à nos clients. Donc, la promesse est restée tenue. Les clients, 100% de leur facture à financer de l'énergie renouvelable. Alors, vous avez dit, on n'est pas accessible au plus grand nombre aujourd'hui. Vous êtes effectivement plus cher que le tarif réglementé, 10 à 20%. Comment on vit avec ça ? Comment on vit avec le fait que finalement, on ne pourra jamais atteindre toutes les bourses ? Alors ça, c'est difficile. On est dans une forme de grande ambivalence. À titre personnel, je regrette qu'on ne puisse pas être moins cher et accessible à un plus grand nombre, mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème du signal-prix de l'énergie. Nous, on plaide pour que le prix de l'électricité reflète réellement le prix de sa production, ce qui n'est pas le cas en France. En France, ça fait un moment qu'on raconte aux Français que l'énergie n'est pas chère et qu'on peut donc la consommer sans restriction aucune parce qu'elle n'est pas chère. On n'a jamais construit un modèle qui repose sur le coût de production réelle de l'électricité. Donc déjà, il y a un petit problème général qui est qu'on ne sait pas mettre le curseur sur combien ça coûte réellement de produire de l'énergie. Et je pense que ce serait beaucoup plus efficace pour notre sobriété collective si on avait une vraie conscience de combien ça coûte. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous parce qu'aujourd'hui, nous, on est plus cher parce qu'on a un mode d'approvisionnement extrêmement vertueux. On est vraiment dans une logique de circuit court, commerce équitable auprès de nos producteurs. Et du coup, ça fait qu'on est en ce moment décalé plutôt sur le haut des grilles du marché. Ça pose le problème de comment est construit le marché,
quel signal on envoie aux consommateurs, mais ça veut dire que les gens qui font le choix d'être quand même chez nous, c'est aussi un choix très politique de leur part. Ils savent dans quoi ils mettent de leur argent et pourquoi ils choisissent cette offre-là plutôt qu'une autre. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la proposition du gouvernement d'installer des thermostats chez tous les Français pour justement contrôler la température, pour faire en sorte qu'il y ait des économies d'énergie. Alors ça fait beaucoup de bruit parce que ça engendre évidemment des frais pour les foyers, des frais pour les entreprises. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Alors nous, ça fait très longtemps qu'on accompagne les clients tous, les particuliers, mais aussi les professionnels et les collectivités dans tout ce qui va pouvoir leur permettre de maîtriser leurs usages de l'électricité. Donc tout ce qui concourt à maîtriser l'usage, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut arrêter de faire peser la responsabilité individuelle sur les personnes. Il faut qu'on ait des politiques publiques de soutien à la sobriété, sinon ça ne marche pas. Et puis aussi isoler thermiquement ces habitations, parce que vraiment... sinon ça ne sert absolument à rien de mettre des thermostats. Donc ça, c'est un autre sujet. Au moment où on sabre les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, c'est quand même un peu risible d'avoir en même temps cette logique de thermostat partout. Il faudrait commencer par rénover les passoires énergétiques. Effectivement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? On va regarder un chiffre, d'ailleurs, c'est le chiffre de la production, la part des énergies renouvelables qui représente 26% dans la production d'énergie en 2024, et en termes de consommation, c'est 23%, vous me disiez, Béatrice Delpech. Évidemment, il faudrait que ce chiffre-là monte pour que ça change. On a un objectif qui nous a été fixé par les règles européennes, qui est d'atteindre 33% de la consommation brute finale d'ici 2030. On en est très loin, et surtout, on voit que la part du renouvelable dans le mix, il ralentit. Oui. Donc ça, c'est lié au fait que notre consommation électrique a stagné alors qu'on pensait beaucoup électrifier nos usages, et on est en retard sur cette électrification des usages. C'est ce que dit le rapport sorti par RTE sur les prévisions. On a aussi, il faut bien le dire, une politique publique de sortie du fossile qui est pas suffisamment ambitieuse, pas suffisamment claire, et donc aujourd'hui, on n'est pas dans les clous de nos objectifs. Donc, il faudrait qu'il y ait des politiques publiques ambitieuses, en fait. Oui, plus fortes que ce qui existe aujourd'hui. Alors, tiens, justement, il y a les municipales qui vont arriver dans quelques mois. Est-ce que les énergies renouvelables pourraient être un des enjeux de ce scrutin? On sait que tout se passe au niveau local, et vous en êtes la preuve, avec vos coopératives, avec tout ce que font les citoyens au niveau local. On sait que ça passe par la municipalité, ça passe par le maire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être un enjeu? C'est un enjeu fondamental, et notamment parce qu'on observe quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il y a une forme de dichotomie entre les responsables politiques et leurs électeurs. Aujourd'hui, on sent une frilosité chez le personnel politique sur le renouvelable, alors que les Français se déclarent très favorables au développement du renouvelable. Ça fait des années qu'il y a des études qui le montrent, des études qui ont été conduites par l'ADEME, plus récemment une étude de l'Institut Jean Jaurès. Les Français sont très favorables, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très favorables, même ceux qui habitent à proximité de parcs de production renouvelable, et même ceux qui sont électeurs du Rassemblement national, qui est le parti qui est le plus hostile au développement du renouvelable. Donc il y a déjà cette petite dichotomie qu'il faudrait résoudre. Les Français ne sont pas alignés sur leur personnel politique sur le sujet du renouvelable. Oui, et justement, vous parliez d'études. Il y en a une, effectivement, que vous avez citée, c'est une enquête Ipsos qui date d'octobre 2025, qui dit que 3/4 des Français se disent favorables au développement des énergies renouvelables. Évidemment, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait avec les acteurs locaux aussi, il faut qu'il y ait une certaine concertation. Peut-être qu'en certains endroits, ça n'avait pas été le cas, ce qui avait créé beaucoup de bruit. Alors, c'est certain, tous les projets ne se valent pas. Nous, en l'occurrence, on est très promoteurs de l'énergie citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie citoyenne? C'est l'énergie... Ce sont des projets locaux ancrés territorialement dans lesquels les citoyens, la localité dans laquelle on s'implante, les entreprises qui sont implantées dans cette localité, les associations qui ont des activités vont ensemble construire le projet de production qui leur correspond. C'est-à-dire qu'ils vont se poser ensemble des questions de quoi on a besoin, pour faire quoi, qu'est-ce qu'on veut alimenter avec cette électricité, comment est-ce que ça s'inscrit dans notre paysage, comment est-ce qu'on fait attention à la biodiversité sur notre territoire. Et donc, du coup, ça devient un projet de territoire. Les gens s'approprient ce projet, et puis par ailleurs, on s'aperçoit, ça n'est pas négligeable, que ces projets d'énergie citoyenne ont des retombées économiques locales beaucoup plus importantes que les projets qui sont développés par un développeur qui arrive, qui fait tout sans concertation et qui s'en va. Pour 1 euro investi dans des projets d'énergie renouvelable citoyenne, il y a 2,50 € de retombées locales. Parce que on va faire travailler des artisans locaux, parce qu'on va garder le parc. On ne va pas se dépêcher de le vendre une fois qu'il est construit, c'est notre parc. À nous, tous ensemble, on l'a fait ensemble.
on le garde et donc on va bénéficier des fruits de ce parc pendant de nombreuses années. Donc il y a vraiment une dimension, d'abord c'est un ferment de démocratie locale génial et ensuite il y a vraiment un enrichissement des territoires très, très conséquent. Alors pour vos 20 ans, vous avez lancé une levée de fonds, avec succès d'ailleurs. Vous vouliez récolter 6 millions d'euros, vous en avez récolté beaucoup plus et je pense que même ça continue. Donc si certains veulent investir, Oui, toujours. voilà, il ne faut pas hésiter. Cet argent, il va servir à quoi? Il va surtout servir aussi à financer de nouvelles installations? Oui, notamment pour les coopératives locales du réseau Enercop, ça va être vraiment fléché sur de la construction de nouveaux parcs, essentiellement photovoltaïques et éoliens, donc développer la production d'énergie renouvelable. Et puis pour nous, Enercop National, ça va nous aider aussi à consolider nos fonds propres parce qu'on est très promoteur d'un modèle qui est le modèle des contrats de gré à gré de long terme. Oh là là, c'est très barbare comme appellation. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on pense que, toujours avec cette idée de signal prix, on essaye de développer des contrats où on va acheter son électricité à un producteur sur 20 ou 30 ans à un prix qui ne va pas être fonction des aléas du marché, mais qui va être construit autour de son coût réel de production. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est promu au niveau européen. La France est assez en retard sur le déploiement de ce dispositif. Et la France le fait plutôt pour ce qu'on appelle les électro-intensifs, donc les industriels qui consomment beaucoup d'électricité. Nous, on est vraiment persuadés que c'est un modèle très intéressant pour les particuliers et pour les TPE et les PME parce que ça permet d'avoir une vision de stabilité. On connaît ces tarifs sur 20 ou 30 ans. Sauf que quand nous, on est un petit opérateur, on veut signer des contrats sur 20 ou 30 ans avec un producteur, on doit avoir recours à de l'emprunt bancaire. Et pour ça, il faut être crédible face à son banquier. Il faut être solide, avoir une bonne assise. Donc cette levée de fonds, elle nous permet aussi de faire ça, d'arriver avec une capacité d'action renforcée. Alors Béatrice Delpech, votre parcours est marqué par l'engagement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais vous êtes aussi connue pour votre humour. Vous avez créé les trophées des énervés. Alors c'est un jeu de mots entre énergie renouvelable et le mot énervé pour récompenser ceux qui font tout pour freiner la transition. Alors il y a 6 trophées qui ont été décernés. Alors vous épinglez la loi du plomb, certains grands groupes évidemment, l'IA également. Voilà, il y a toute une série de groupes et de phénomènes qui sont épinglés. L'idée, c'est quoi? C'est d'en rire finalement le temps d'une soirée? Oui, c'était à l'occasion de nos 20 ans. Vous savez, on travaille sur des sujets qui sont très anxiogènes. Ouais. Vraiment, nous, on est engagés dans la transition énergétique juste, la lutte contre la précarité énergétique. On est évidemment très concernés par les questions liées au dérèglement climatique. Tous ces sujets, c'est des sujets pesants, c'est des sujets plombants, en fait. Donc, si on veut garder le moral quand on travaille sur ce type de sujet, c'est très important de cultiver de la joie. Donc, pour nos 20 ans, on a organisé une petite cérémonie parodique de remise des prix. L'idée, c'était de pouvoir à la fois rire et faire réfléchir. Donc, on a remis des trophées à celles et ceux qui freinent le mieux la transition énergétique juste et citoyenne. Et voilà, ça a été une belle soirée. Alors, justement, il y a beaucoup d'acteurs de la transition qui font grise mine en ce début d'année, mais ça fait déjà quelques mois. La transition, elle est remise en cause, elle est retardée. À Bruxelles, on détricote certaines législations qui permettaient d'avancer, qui permettaient en tout cas de mieux protéger les citoyens face aux défis de la transition. Si on devait quand même rester sur une note positive en ce début d'année, ce serait quoi? Waouh! Alors nous, là, on est vraiment très contents parce que, comme vous l'avez dit, on cherchait à lever 6 millions d'euros. On a levé 9 millions d'euros. Globalement, les citoyens sont au rendez-vous. Ça fait 20 ans qu'on existe et on voit bien que l'engouement des hommes et des femmes à se réapproprier les enjeux liés à leur énergie, il est toujours de plus en plus vif. Et ça, c'est vraiment pour nous un facteur de joie et de fierté. Donc ça, c'est une chose positive. Et puis, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va servir à quelque chose. On va se retrousser les manches et on va essayer de faire avancer ce à quoi on croit. Voilà, merci beaucoup, Béatrice Delpech, d'être venue dans l'Impact Positif. Vous pouvez le suivre évidemment en replay sur tf1info.fr et aussi en podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Béatrice Delpech.